1, 2, 1, 2. C'est bon pour vous? On peut y aller? Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 6e conférence de notre cycle Art et Sport. Donc avant de commencer, juste un petit rappel pour une présentation qui sera faite le 5 avril ici même sur la thématique Art et Sport. Donc il va continuer un petit peu ce cycle. Du coup, c'est Nadège et Ali qui vont s'en occuper. Ce ne sera pas moi pour une fois, je vais laisser la parole à d'autres. Et donc ce soir, on en est là, du coup c'est la 6e, mais c'est la 3e, puisque j'ai été malade à un moment donné, donc on a un petit peu basculé le programme. Mais voilà tout ce qu'on a fait cette année, et je suis très contente d'avoir pu partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu, et que la dernière conférence vous plaira aussi. Donc à nouveau, je suis toujours Olga Panella, enseignante en art plastique, doctorante en fin de thèse en art plastique aussi. Et je suis très contente de vous partager aujourd'hui une réflexion sur la danse et l'art, qui, comme à mon habitude, va être assez particulière. On ne va pas forcément parler des choses les plus connues. J'ai fait du travail de recherche pour aller chercher justement des choses un peu autres et des questionnements peut-être un petit peu plus ancrés dans la société. Enfin voilà, je vous propose en tout cas ce contenu qui est, comme d'habitude, loin d'être exhaustif et totalement discutable. Et j'ai hâte d'en parler avec vous aussi à la fin de ma présentation. Donc la danse, déjà, de quoi on parle ? Je voulais commencer avec une petite citation de la célèbre chorégraphe Anna Teresa de Kersmaker. Donc elle nous dit « Danser, c'est défier la gravité, incarner une abstraction et quelque part célébrer notre humanité ». On reviendra là-dessus au cours de cette conférence. Mais en tout cas, j'ai croisé tout un tas d'informations, disons, scientifiques, artistiques, sensibles, politiques. Et en regardant tout un tas de documentaires, comme j'aime faire pour préparer ces conférences, je suis tombée sur cette vidéo, donc Petit point culture, qu'est-ce que la danse contemporaine, avec cette image d'une pièce de Alvin Nicolais qui s'appelle Tensile Involvement et qui date de 1955 originellement. Donc là, ce qu'on voit sur l'image, c'est une reprise un peu plus tardive, et c'est un espace de danse contemporaine du coup qui est mis en place avec tous ces espèces de fils, de grands rubans blancs qui sont en fait manipulés tout au long de la pièce. Ça se retrouve sur YouTube assez facilement. Et qui crée tout un tas de lignes et de formes géométriques dans l'espace de la danse. Et je trouvais ça intéressant de commencer par là. Et puis, on va se poser la question aussi de voilà, comment est née la danse contemporaine, mais on ne va pas faire un point historiographique précis comme la dernière fois pour le skateboard. On va plutôt passer sur des petites anecdotes intéressantes et croustillantes et des parcours de vie. Et j'ai trouvé dans mes premières recherches que danser régulièrement réduit de 76% les risques de démence. Donc je trouvais ça quand même assez drôle. Bon, je pense qu'on est déjà toutes et tous ici quand même un petit peu déments en tant que nous-mêmes. Mais en tout cas, si vous dansez régulièrement, on peut un petit peu freiner là-dessus sur la suite de notre parcours. Donc c'est déjà pas mal. Et je trouve que c'est quand même un chiffre énorme, 76%. Donc ça vaut la peine d'être mentionné. Donc le célèbre danseur et chorégraphe Maurice Béjart nous dit « La danse, mieux qu'aucun autre des arts, peut nous livrer l'essentiel des mythes ». Et je trouve que c'est une très belle citation qui me permet aussi de vous introduire un autre documentaire que j'ai pu voir pour préparer cette conférence, qui s'appelle « Les super pouvoirs de la musique », qui est sorti sur Arte, que vous pouvez aussi trouver en accès libre sur YouTube, qui a été donc réalisé par Jacques Mitch. Et dans ce magnifique documentaire, j'ai appris tout un tas de choses sur la musique, qui semble quand même être très très liée à la danse. Et dans ce documentaire est défendu le propos que la musique est un des aspects spécifiques à notre humanité. D'ailleurs, quand on y pense, l'humain a d'abord commencé à communiquer par les gestes et par la danse avant même d'avoir accès à la parole. Donc c'est quand même intéressant ce rapport au corps aussi. Dans ce documentaire, j'ai trouvé tout un tas de petites choses intéressantes, et notamment le fait très curieux que 1 à 2% de la population mondiale est amusique. Alors je ne savais pas du tout ce que c'était ce terme. Quand on est amusique, on est en non-capacité de comprendre ou de se souvenir de la musique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mémoire auditive. Et en fait, il y a pas mal de personnes connues qui étaient amusiques, comme par exemple Roosevelt ou Che Guevara. Et il y a beaucoup d'études qui sont faites justement sur ces personnes-là. Et ces études sont souvent reliées aussi à ce qu'on appelle la cartographie de la mémoire musicale, qui est très reliée aux patients d'Alzheimer.
Et l'INSERM de Caen, qui est donc une institution universitaire, a fait tout un tas d'études là-dessus et a trouvé que la musique permet de réactiver une mémoire chancelante, de stimuler les capacités d'apprentissage, mais la musique peut aussi lutter contre la dyslexie, activer ce qu'on appelle le système de récompense, donc débloquer aussi tout un tas d'hormones qui peuvent procurer beaucoup de plaisir. Donc diminuer la perception douloureuse, c'est d'ailleurs souvent pour ça qu'on écoute de la musique quand on fait du sport, et aussi évidemment déclencher des émotions, ce qui va être fortement relié à la danse aussi. Donc la musique a un super pouvoir car elle contribue à la synchronisation des différentes parties de notre cerveau. Ainsi, elle crée de nouvelles connexions neuronales. Et danser de façon synchronisée peut créer un sentiment de communauté. Ça aussi, on va revenir dessus. Je continue encore sur ce même documentaire. Une autre pépite que j'ai trouvée, je vous la lis. Notre cerveau est capable de reconnaître un rythme et de le transposer en mouvement. La musique arrive dans l'oreille interne en impulsion électrique et acheminée jusqu'au cerveau, qui déclenche des réactions inconscientes comme le balancement du corps. Les pas de danse sont donc initiés dans le lobe frontal du cerveau. C'est de là que partent les signaux nerveux vers les muscles et le corps bouge. Le cerveau libère donc des hormones, des décharges de dopamine qui créent de l'euphorie. Et en fait, on commence à danser souvent sans même s'en rendre compte, de manière inconsciente, comme si notre corps y prenait les devants par rapport au fait de conscientiser l'acte de la danse. Et la danse est plus bénéfique que l'aérobic ou le fitness. Et d'ailleurs, même dans le monde de l'éducation, il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites, dont une qui m'a paru très intéressante. Si on remplace 2 heures de musique par semaine pour des enfants en école primaire par tranche de 30 minutes, donc 4 fois 30 minutes, ça amène autant d'apports cognitifs que 2 heures de devoirs à la maison. C'est quand même fou. Donc voilà, ça c'était un peu pour introduire, pour entrer dans la danse par le biais de la musique. Et comme on peut voir, ça irrigue vraiment dans tout un tas de parties différentes de notre manière de vivre, d'apprendre, de se connecter entre nous, etc. Et la danse, de quoi on parle? Évidemment, il y a énormément de choses à dire. Des noms que vous connaissez certainement, Marius Petipa, Nijinsky, qui a été le premier homme danseur étoile, les compositions de Stravinsky, Le Sacre du Printemps, L'après-midi d'un faune, etc., etc. Et si on va s'intéresser en fait à quelques petits éléments de cette longue liste qui pourrait être continuée. Et notamment, on va parler dans cette conférence d'Isadora Duncan. Et vous allez voir, peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais d'aspect très particulier. Ce qui est intéressant aussi, en me renseignant un petit peu sur l'histoire de la constitution de la danse aussi comme discipline, c'est tout un tas de personnes qui se sont enchaînées, comme par exemple Dalcroze, donc qui a aussi été quelqu'un de très actif dans les apports pédagogiques en termes d'éducation, et qui a été un des premiers à faire le lien, à théoriser le lien entre mouvement du corps et musique, qui a été ensuite suivi par François Delsartre et ce qu'on appelle le delsartisme, qui est l'étude du langage corporel et de la communication non verbale. Donc ça va nous intéresser aussi dans une seconde partie de cette conférence où on va parler de handicap. Évidemment, on pourrait parler aussi de Joséphine Baker, de ses liens avec le mouvement Dada et le jazz, de Martha Graham, qui a inventé ce qu'on appelle le tension and release, mais tout autant de l'histoire du bal musette et de pratiques de danse plus populaires qu'on va aborder aussi. Merce Cunningham, Maurice Béjart, mais aussi l'histoire des discothèques. Enfin, on aurait pu envisager cette conférence sous tout un tas d'aspects. Après, les choses les plus connues, comme le travail de Pina Bausch, dont il y a un film documentaire magnifique de Wim Wenders, je vais pas en parler parce que ça, je pense que c'est des choses que vous connaissez déjà, ou en tout cas qui sont facilement accessibles. Anna Teresa de Kersmaker, on en a déjà parlé un peu en introduction. Elle a monté une école qui est assez connue à Bruxelles. On aurait pu parler aussi de l'histoire de la danse hip-hop, on va l'aborder assez brièvement, mais aussi du concept même de la compagnie de danse et de tout un tas de chorégraphes plus contemporains. On aurait pu parler aussi de ce qu'on appelle le drag, ou toutes les danses qui sont aujourd'hui très en vogue dans tout ce qui est monde de nuit, notamment à Toulouse. Il y a une grosse scène aussi qui relie la danse, la musique et l'expression d'identités fluides qui sont transitoires, transversales, etc. et qui questionnent aussi la binarité entre l'identité de genre femme et homme. C'est très relié à la danse. On en parlera un petit peu aussi au fil de cette conférence, mais il a fallu faire des choix.
Et j'en ai fait et puis ça a été compliqué parce que moi j'aime beaucoup le cinéma. Je pense que vous l'avez compris dans les dernières conférences, j'ai fait quand même beaucoup de références, à des films. Et en fait, il y a tout un tas de documentaires chouettes. Je suis vraiment une femme sandwich de Arte, je pense que vous l'avez compris. Pourtant, je suis pas rémunérée pour ça, mais en tout cas, j'ai regardé plein de vidéos Blow Up, qui est vraiment, une mini-série d'Arte que j'adore, qui est pensée et faite par Luc Lagier, que je conseille tout à fait, qui est sur YouTube, accessible. Et il y a énormément de vidéos sur la danse, les danseuses et danseurs au cinéma. Et je voulais juste vous montrer cette capture d'écran que j'ai prise donc d'un de ces documentaires, qui en fait est une scène du film de Full Monty, qui est sorti en 97. Et c'est une scène où les protagonistes font la queue à Pôle emploi. Et en fait, il y a Hot Stuff de Donna Summer qui passe en fond, et puis ils commencent à danser, et exactement comme ce qui est décrit dans le documentaire sur les super pouvoirs de la musique. On voit en fait dans cette scène que c'est presque leur corps qui les incite à se mettre à danser, comme si c'était plus fort qu'eux. Et c'est une scène qui est très mignonne, qui est vraiment très très chouette, et qui contraste bien aussi avec le côté un petit peu glauque et ennuyeux de la file d'attente pour Pôle emploi. En tout cas, la danse, ça se retrouve partout, que ce soit dans les comédies musicales, dans les fictions. Il y a beaucoup de documentaires sur la danse, on va en voir quelques-uns aujourd'hui aussi. Sur les destins de chorégraphes, de danseurs et danseuses, il y en a dans les clips, évidemment. La danse est très très présente pour illustrer la musique, dans les publicités, dans les cérémonies religieuses, etc., etc. Quelque chose qui m'a intriguée en faisant mes recherches, néanmoins, c'était la notation de la danse. Et je ne savais pas du tout, parce que je ne suis pas une experte, hein, je parle vraiment en termes de personne qui fait de la danse festive, en soirée, mais de manière plutôt désorganisée, on pourrait dire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait qu'il y a une notation, une manière de noter vraiment la danse comme la musique. Et pour ça, 2 personnes ont été très importantes. C'est 2 Rudolf Laban et Rudolf Beneš. Rudolf Laban, du coup, là, vous l'avez ici à gauche de l'écran, qui présente son système de notation en 1929. Et ce système de notation, vous voyez, il est assez graphique. Justement, c'est pas anodin, puisque vous savez que dans les premières décennies du XXe siècle, donc années 1910, 1920 jusqu'à 1930, c'est aussi l'émergence de l'art abstrait, de l'abstraction géométrique. Et évidemment que c'est relié aussi en termes d'inspiration graphique à ça. Et sa notation, en fait, elle est intéressante parce que vous voyez le cube que j'ai mis là. En fait, ce cube-là, il permet d'appréhender l'espace possible pour un danseur ou une danseuse. Et à partir de tous ces petits points dans cet espace-là, il va développer un système de notation de la danse. Et c'est ce qui va s'appeler la cinétographie. Donc, c'est l'écriture du mouvement chorégraphique. Et ça vient de la racine grecque kinéma, avec un K, qui signifie mouvement et qui a donné kinésithérapeute, mais aussi cinéma, etc., etc. Donc voilà, ça c'est une vraie révolution, et ça va vraiment être un pilier dans l'émergence de ce qu'on appelle la danse contemporaine, puisque ça va permettre aussi de complètement repenser l'espace du corps. Et Rudolf Laban va être un des premiers à envisager le corps comme un outil, un sujet et un objet de communication, donc quelque chose qui va permettre aussi de créer un langage non verbal et de connecter des gens, des personnes entre elles. Et ça va être suivi après en 1955 par Rudolf Beneš, qui va proposer un autre système de notation. Donc ces 2 systèmes de notation-là sont utilisés encore aujourd'hui, qui va plutôt axer sur les différentes parties du corps. Et du coup, vous le voyez en bas à droite, ça ressemble vraiment à de la notation de musique avec tout un système de signes assez complexe qui est encore pratiqué. Donc ces systèmes de notation sont pratiqués notamment encore par des compagnies comme celle d'Angelin Prège-Locage, etc. Donc c'est quelque chose qui me paraissait intéressant de notifier et qui n'est pas forcément connu. Je ne sais pas si vous saviez ça. En tout cas, l'idée de transcrire le mouvement en écriture de signes, je trouve que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Écrire la danse permet de conceptualiser et comprendre le mouvement. Et je trouve que c'est intéressant aussi en termes de transmission, puisque ça permet de garder une trace du mouvement chorégraphique. Cette idée de notation et de mouvement, elle m'a fait penser, donc ça c'est digression de mon cerveau constitué de manière un peu étrange, à tout le vocabulaire qu'on utilise pour les mouvements sociaux.
On parle de mouvements de grève, il y a tout un tas de paroles et de mots qui dérivent de ça. Je trouvais ça intéressant de se poser cette question et comme, j'aime beaucoup lire le média Lundi Matin, j'ai lu tous les articles avec le mot-clé danse dedans et je me suis dit que j'allais vous en communiquer quelques éléments. Donc il y a quelques petites digressions poétiques, vous allez voir dans cette conférence, mais je pense que c'est important quand on parle de la danse. Donc là, cet article-là qui s'appelle «Danse, imbécile, danse», note sur les mouvements en cours, nous parle de la métaphore donc du mouvement social. Je vous lis l'extrait sélectionné. Il faudrait entendre les danseurs lorsqu'ils nous disent que ce n'est pas le corps qui fait des gestes, mais plutôt les gestes qui font le corps. On a tellement des mauvaises habitudes, on se prend pour des corps. Mais on n'est pas des corps. On est à notre manière des sphères de possibles par rapport à des gestes. Et donc, lui, l'auteur de cet article qui est anonyme, nous explique que les gestes par la structure expliquer les gestes par la structure, pardon, plutôt que laisser la structure se perturber par des gestes. Donc évidemment, c'est une métaphore par rapport à la société et aux mouvements sociaux. Mais ce que je trouvais intéressant, et c'est pour ça que j'ai mis ça à cet endroit de la conférence, c'est cette idée de on est à notre manière des sphères de possibles par rapport à des gestes. Et du coup, ça fait penser à cette espèce de cube du coup de Laban où on est dans lequel on évolue et qui nous permet du coup d'insérer, de créer des gestes et d'y associer toute une poétique du mouvement, qui soit individuel ou collectif. On reviendra dessus après avec des exemples concrets. Donc Isadora Duncan. Donc j'aurais pu choisir évidemment tout un tas de personnes, de chorégraphes, de danseurs, danseuses. C'était difficile de sélectionner quelqu'un à sortir de là, mais je trouvais que sa vie et son parcours étaient particulièrement intéressants. Et puis en plus, c'est une danseuse qui a quand même beaucoup de liens avec des artistes plasticiens du coup, puisqu'on peut aussi considérer que les danseurs et danseuses sont des artistes qui s'expriment à la moyen de l'outil ou du support qu'est le corps. En tout cas, moi, c'est une personne que j'ai découvert un peu par hasard par une citation très spécifique que je vous ai mis ici, qui est « Tu es né sauvage, ne te laisse pas dompter ». Donc c'est quand même quelque chose qui m'a fait de l'œil et que j'ai bien gardé en tête jusqu'ici. Et elle dit aussi, si je pouvais le dire avec des mots, je n'aurais pas à le danser. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qui explique assez bien les spécificités de la danse. Sauf que Isadora Duncan, elle a dansé d'une manière très très libre. Et donc j'ai fait quelques recherches biographiques sur sa vie passionnante. Et je vais vous en parler maintenant. Donc c'était une fille de banquier qui sa famille a très très vite subi une ruine tragique. Donc sa vie va être très compliquée. Elle va perdre ses enfants d'un coup dans un accident de voiture. Donc la voiture a foncé dans la Seine et ses enfants sont morts noyés. Donc elle va vraiment avoir une vie avec beaucoup de voyages. Il va y avoir aussi l'enchaînement des guerres, etc. Et elle va avoir une vision qui est vraiment non commerciale de la danse. Elle va quand même fonder 3 écoles. Elle avait un fort engagement communiste et elle va notamment croiser la route de Roland Garros. Donc je vous raconte comment elle le raconte du coup dans son ouvrage Ma vie, publié en 1927. Elle nous dit « Un merveilleux souvenir de cette époque est ma rencontre avec le fameux As, Garros, dans le salon d'une amie, lorsqu'il se mit au piano pour jouer du Chopin et que je dansais. Il me ramena à pied de Passy à mon hôtel du Quai d'Orsay. Il y eut un raid aérien que nous regardâmes en spectateurs et pendant lequel je dansais pour lui sur la place de la Concorde. Lui, assis sur la margelle d'une fontaine, m'applaudissait, ses yeux noirs mélancoliques brillant du feu des fusées qui tombaient et explosaient non loin de nous. » C'est quand même une sacrée vie. C'est une artiste qui a beaucoup travaillé avec le rythme des vagues de l'océan. On le voit d'ailleurs dans la photo que je vous ai mis là. Elle était très intéressée par les voiles, la transparence, la fluidité. Et c'est une des premières à réagir à la contrainte imposée au corps par le tutu ou par les pointes. Elle danse pieds nus, voire totalement nue. Et c'est également une des premières à s'affranchir de la musique et à trouver sa propre musicalité interne. Donc il pose aussi la question de la séparation de la musique et de la danse et du fait de faire de la danse aussi sans musique avec les bruits du corps de la danse. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Pour elle, la danse est un renouveau spirituel, personnel et collectif. Elle déclare être venue en Europe, je la cite, pour amener une renaissance de la religion au moyen de la danse, pour révéler la beauté et la sainteté du corps humain, par l'expression de ses mouvements et non pour distraire après dîner des bourgeois gavés. Quand même un engagement politique
qui pointe un petit peu de manière assez peu discrète. Et donc c'est quand même quelque chose à notifier, puisque de danser comme ça, uniquement vêtu d'un voile transparent, pieds nus, c'est quand même quelque chose qui va énormément faire scandale, évidemment, à l'époque. Et Isadora Duncan va décéder de manière assez tragique en 1927 à Nice. Le long foulard de soie qu'elle porte se prend dans les rayons de la roue de l'Amilcar GS de son garagiste. Voilà, donc c'est quand même une histoire assez particulière. Donc ici, vous avez un croquis sur la droite du sculpteur Antoine Bourdelle, donc Isadora. Et effectivement, les échanges qu'elle va avoir avec les sculpteurs de l'époque vont être assez prolifiques. Et notamment avec Rodin aussi, qu'on voit ici, et qui, Rodin, donc vous connaissez son travail de sculpture, va beaucoup travailler sur la question de la danse, notamment, on le voit ici avec la danseuse cambodgienne, donc vous avez le dessin et la photographie. Et les échanges entre danse et sculpture vont être très importants à cette époque-là, ce qui paraît quand même un peu antinomique quand on se dit que la sculpture, c'est quelque chose d'immobile, de très lourd, alors que la danse paraît plutôt aérien, léger, se décoller du sol. Mais néanmoins, c'est un échange artistique qui va être très prolifique et qu'on va voir notamment avec cette sculpture qui s'appelle la Valse de Camille Claudel, qui est une de mes sculptures préférées à titre personnel. Je vous lis une petite description et analyse de cette sculpture en grès flammé, donc c'est-à-dire qu'elle a en plus une évolution de couleur du bas vers le haut. Au XIXe siècle, la valse est la danse de couple par excellence et les bals gagnent toute la société. Mais Claudel ne s'attache pas à raconter l'anecdote ou un phénomène de mode. La nudité partielle des danseurs les met hors de toute temporalité et les tire vers l'universel. En ce sens, l'artiste s'inscrit ici dans le courant symboliste. Le tournoiement des valseurs, l'étreinte du couple traduisent l'idée de la danse avec sensualité. La diagonale des corps souligne le déséquilibre et la jupe amplifie le mouvement en spirale des figures. De cette manière, le pas suivant est déjà suggéré. L'artiste montre ainsi la rapidité de la valse, entraînant le couple dans un tourbillon qui semble ne jamais s'arrêter. Bon, c'est dommage qu'on n'ait qu'un seul point de vue sur cette sculpture, mais si elle vous plaît, je vous engage à aller voir d'autres points de vue, puisque c'est vraiment une sculpture magnifique et qui, en plus, semble être un peu sortie de l'eau, ou en tout cas d'une espèce de matériau organique qui se rattache pas du tout à la terre ou à la pierre dure, en tout cas à un matériau qui soit immuable comme le grès flammé, du coup, qui est quand même un matériau qui a été cuit, recuit et qui est très très dur. Évidemment, quand on pense danse et artiste, on pense à Edgar Degas. Et voilà, je voulais pas dire de choses trop conventionnelles sur lui. Néanmoins, en me renseignant un peu sur sa pratique et sur toutes ses séries, hein, parce qu'il y en a énormément, vous le savez, des petites danseuses, celles qu'on appelle les rats de l'opéra, dans la pratique artistique de Degas, j'ai quand même trouvé des informations intéressantes, et notamment le fait que Degas a été un des premiers artistes qui a pu dessiner et peindre dans les coulisses de l'Opéra de Paris, et donc du coup forcément aussi avoir accès à d'autres images de ces danseuses, donc des images par exemple en tenue d'entraînement, donc un peu plus dénudées. Et puis il fait souvent des portraits de danseuses qui sont en train de se remettre une bretelle, ou qui sont dans des postures qui ne sont pas du tout théâtralisées ou sacralisées. Et notamment ici, on le voit dans cette session d'entraînement. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant avec le travail de Degas sur la danse, c'est que ça permet de dépeindre aussi vraiment un fantasme de l'époque, donc on est à la fin du 19e siècle, où les danseuses de l'Opéra de Paris représentaient quand même quelque chose de très très particulier, avec un énorme sujet tabou aussi, puisqu'il y a un très très fort rapprochement entre la danse et la prostitution à l'époque. Notamment avec, en fait, on le voit dans cette peinture, c'est suggéré. Alors, si on ne le sait pas, c'est très compliqué de le deviner. Mais souvent, dans les peintures de Degas, on a un personnage masculin en arrière-plan qui discute avec un personnage féminin qui semble un peu plus âgé. Et on a les danseuses plus jeunes au premier plan. Et puis, en fait, ce qui se passe à l'arrière-plan, c'est les discussions entre les habitués qui avaient la possibilité de venir
dans les séances d'entraînement ou en tout cas à l'arrière des coulisses du spectacle et les divers disons, discussions un peu sombres sur la question de la prostitution de ces danseuses. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très précisément visualisé dans la manière de dépeindre et de dessiner d'Edgar Degas et qui est souvent complètement oublié ou pas du tout vu quand on regarde sans trop connaître l'histoire, sa manière de dépeindre ces choses-là. En tout cas, les séries des danseuses, qu'elles soient en train de danser, en train de se laver, en train de se rhabiller, c'est aussi des peintures qui sont magnifiques, qui sont très touchantes, avec aussi tout un aspect à la peau, au corps, qui à cette époque-là est quand même très très, disons, structuré conventionnellement. Ça se fait assez peu de montrer des dos de femmes ou ce genre de choses, surtout dans un contexte, disons, réaliste, c'est-à-dire inscrit dans le vrai monde, la vraie société de la fin du 19e et pas dans des mythes antiques, puisque montrer la nudité dans des mythes antiques, grecs, abstraits, en dehors de la société réelle de l'époque, ça se faisait beaucoup, mais par contre le réalisme vraiment social comme ça, c'était quelque chose qui était assez peu fait et qui a d'ailleurs commencé officiellement avec les impressionnistes à cette même époque et qui à l'époque avait une réception très très scandaleuse. C'était vraiment des artistes qui faisaient polémique. Toujours dans cette idée de vous montrer un petit peu des choses différentes de représentation de la danse et pour vous montrer aussi à quel point la danse permet aussi une transversalité entre les arts. Vous avez ici la danse d'Oberon, Titania et Puck avec les fées de William Blake. Donc c'est une illustration d'une scène des Songes d'une nuit d'été de Shakespeare et en fait c'est une représentation féerique. Donc une danse féerique avec aussi le style un petit peu caractéristique de William Blake qui s'inscrit vraiment dans cette espèce de symbolisme assez mystique. C'est une image de la culture occidentale qui a beaucoup influencé aussi toute la construction visuelle qu'on se fait des fées, de la légèreté, de ce côté envolé avec des drapés, etc. Et ça me permet de vous parler d'un sujet un peu annexe, mais qui est la différence entre horizontalité et verticalité dans la danse. C'est-à-dire que la danse qu'on considère comme classique est une danse qui s'élève du sol, qui est très verticale, qui est très légère, avec les pointes, avec les sauts. C'est une danse qui va vraiment aller vers le haut et se construire en ligne perpendiculaire au sol. Et la danse contemporaine, la danse moderne et contemporaine, qui va du coup être vraiment mise en place au XXe siècle, donc avec aussi toutes les théorisations qui ont été faites par les personnes que je vous ai présentées, donc, comme Laban par exemple à partir des années 1920, ça va être une danse qui va être plutôt horizontale, qui va être plutôt parallèle au sol, où on va se permettre aussi des mouvements allongés, de vraiment s'aider du sol comme support pour tout le corps. Et ça, c'est vraiment la grosse différence schématisée, bien sûr, entre ce qu'on appelle la danse contemporaine ou moderne et la danse classique. Donc cette idée de structurer plutôt l'espace dans diverses lignes architecturales. Et ça, on va en reparler après aussi avec d'autres pratiques artistiques plus contemporaines. Ce qui est intéressant avec les impressionnistes et toute la partie, voilà, tous ces artistes qui commencent à peindre à l'extérieur à la fin du 19e siècle, c'est la vibration de la lumière, vous le savez. C'est pas anodin, les impressionnistes qui commencent à peindre en dehors de l'atelier sont vraiment des artistes révolutionnaires, puisque c'est quelque chose qui se faisait pas du tout avant, et qui vient aussi avec l'invention technique de la peinture en tube, donc qui permet aussi d'avoir une portabilité de la peinture. Et un bel exemple de danse en peinture, je trouve que c'est le bal du Moulin de la Galette, donc de Renoir. Et ce qui est intéressant plastiquement dans cette peinture, c'est que traditionnellement, on va utiliser la netteté au premier plan et plus on va vers l'arrière-plan, plus on va avoir une touche qui va être divisée, du flou, etc. Alors qu'ici, le flou est vraiment utilisé partout. Et justement, la division aussi des touches picturales spécifiques des impressionnistes, c'est ce qui va créer cette impression de vibration, de lumière. Et dans cette peinture, je trouve qu'il y a vraiment un aspect synesthésique, c'est-à-dire que on fait appel au sens du regard, donc du visuel, quand on voit cette peinture, mais on entend aussi
la musique. On ressent la vibration, les taches de soleil qui intéressaient beaucoup les impressionnistes, la chaleur. Donc c'est vraiment une œuvre qui fait appel à plusieurs sens. C'est en ça qu'elle est synesthésique et multisensorielle. Et qui nous permet aussi de nous projeter tout de suite dans une ambiance collective, dans quelque chose de festif. Et c'est ce qui fait vraiment aussi l'aspect clairement novateur des impressionnistes à cette époque-là. Cette œuvre, elle fait partie des 105 œuvres décisives de la peinture occidentale, constituant le musée imaginaire de Michel Butor. Et elle est empreinte de couleurs, d'atmosphère et de joie en fait. Et la joie, on sait bien aujourd'hui que c'est quelque chose de très résistant et surtout quand c'est collectif comme ça. Et gardez bien en tête cette image du bal du Moulin de la Galette, puisqu'elle fera écho à mon développement dans la dernière partie de la conférence sur comment est-ce que la danse en collectivité est traitée politiquement aujourd'hui. Ensuite, un autre mouvement pictural que j'aime beaucoup, c'est le fauvisme. Et ici, on a une peinture de André Derain, qui est un artiste assez connu, mais cette peinture-là spécifiquement est assez peu connue. Donc c'est la danse de 1906. Et évidemment, ici, on a des influences très précises de Gauguin et de son époque tahitienne. Et le fauvisme, c'est un mouvement pictural où on va vraiment utiliser des couleurs et l'expressivité des couleurs et s'éloigner encore plus de ce qu'on appelle la mimésis, c'est-à-dire le fait d'être proche de la réalité et de peindre exactement de la manière la plus photographique possible. Donc déjà, les impressionnistes, dans les dernières décennies du 19e, s'étaient distanciés de ça. Mais là, avec le fauvisme, on va encore plus loin, puisqu'il y a un usage de la couleur expressif et vraiment très imaginaire, presque hallucinatoire, et où on va utiliser en fait des couleurs pas du tout appropriées, les mettre ensemble, donc, par exemple le rouge et le bleu, pour créer des contrastes, pour créer vraiment des chocs visuels très forts. Et on le voit très bien ici dans cette peinture de Derain. Il y a aussi la présence du serpent, qui est une référence aussi à l'héritage de Gauguin. Et puis aussi tout un tas d'influences extra-occidentales, puisque, évidemment, là, aujourd'hui, on parle de la danse avec un biais et un point de vue occidental, qui est clairement assumé. Mais en tout cas, pour les artistes qui peignent et qui pensent l'art au début du XXe siècle, il y a aussi tout un tas d'influences, qu'elles soient africaines, japonisantes, qui se retrouvent aussi dans leur pratique artistique. Bon, chez Picasso, c'est très évident. Mais ici, chez Derain, ça l'est un petit peu moins. Et ça s'explique en fait par le fait que les marchands d'art de l'époque vont ramener aussi beaucoup d'œuvres d'art, d'estampes et de choses de leur grand voyage. Alors, c'est pas toujours de la bonne façon, hein, puisqu'on sait que la colonisation a aussi permis de piller et de ramener tout un tas d'œuvres en Europe occidentale. Mais en tout cas, ça se retrouve manifestement dans la peinture de l'époque, et notamment chez des artistes aussi novateurs que chez Derain. Et évidemment, si on doit passer par les peintures les plus connues, il y a la danse de Henri Matisse de 1909, qui est un ode à la vie, à la joie et à l'abandon physique. Et sur ça, j'ai trouvé une petite analyse dans un article qui s'appelle « Analyse d'un chef-d'œuvre, la danse d'Henri Matisse », qui est paru sur Artsper. Je vais vous lire l'extrait que j'ai sélectionné. « Le thème de la danse a occupé une place importante dans la vie et le travail de Matisse. Matisse a d'abord manifesté cet intérêt en 1906 dans sa peinture Le bonheur de vivre. En effet, les personnages de la danse sont dans des positions similaires à celles de ceux que l'on retrouve à l'arrière-plan du bonheur de vivre. Ce motif a attiré suffisamment l'attention de Matisse pour qu'il puisse l'isoler et consacrer un tableau entier à son exploration. Selon Charles Caffin, la fascination de l'artiste pour la danse a commencé au Moulin de la Galette qu'on vient de voir chez Renoir, où il observait les gens danser. Ces danses populaires contrastent avec des formes de danse plus conventionnelles, plus formelles, comme les ballets classiques. Dans cette optique, la danse offre une réflexion sur l'évolution de cette discipline. Plus spécifiquement, la ronde qui a inspiré la peinture est une danse de pêcheurs à laquelle l'artiste a assisté dans la ville de Collioure, dans le sud de la France, une version de la Sarradana, une farandole catalane traditionnelle.
Et donc évidemment, vous imaginez bien qu'en 1909, un tableau de la sorte a eu une réception tout à fait polémique, puisqu'en plus on est sur une espèce de minimalisme coloré qui crée néanmoins une forte vibration justement par l'agencement de ces 3 couleurs. Et puis en plus on représente voilà, des personnages nus qui n'ont pas du tout des proportions idéalisées ou parfaites et qui semblent danser en toute liberté, ce qui pose quand même beaucoup de problèmes à la réception de cette œuvre, puisque on n'en parle pas énormément depuis le début de la conférence, mais en réalité, la danse pose quand même beaucoup de problèmes, on va le voir après, au niveau de la société et pour beaucoup de personnes considérée quand même comme une perversion. Un peu plus tard, du coup, dans le XXe siècle, on va avoir des peintres qui vont dépeindre des compagnies de danse, du coup, qui vont être vraiment plus contemporaines, comme Alex Katz, qui est un peintre figuratif issu du pop art, qui va faire du coup ce portrait de la Paul Taylor Dance Company. Et là, on voit déjà, évidemment, qu'on n'est plus du tout dans l'apparat de la danse classique, duquel on s'était déjà bien libéré d'ailleurs avec Isadora Duncan, mais on est dans quelque chose de beaucoup plus coloré, proche du corps, avec des postures qui sont déjà plus horizontales, comme je vous disais tout à l'heure, proche du sol. Et donc ça va être aussi quelque chose qui va beaucoup inspirer des artistes figuratifs, mais dans un autre type de figuration, comme par exemple Keith Haring, avec ces petits personnages schématisés. Et puis surtout, où la danse va vraiment être ramenée à son essence de mouvement, de couleur, de liberté du corps. Et j'ai voulu faire une petite digression olympique, comme j'aime bien le faire, puisque c'est quand même dans la tendance, on est en 2024, avec une nouvelle discipline donc, qui est apparue aux Jeux olympiques, je crois, de 2018 à Buenos Aires, qui s'appelle le breaking. Et c'est du breakdance. Donc c'est cette danse qui est issue de la culture hip-hop, où les personnes s'affrontent dans un espèce de combat sacralisé. Et donc ça va être aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, dans tout ce qui s'appelle les disciplines urbaines. Et donc évidemment, là vous avez aussi le petit personnage des JO de Paris 2024, du coup qui fait du breaking. Et voilà, j'ai une très bonne amie qui est réalisatrice, dont je vous ai déjà parlé lors de la dernière conférence sur le skate, qui a pu un peu approcher aussi des personnes se préparant du coup aux Jeux Olympiques pour l'espèce de création de cette discipline en fait, et avec toutes les complexités, les difficultés et les enjeux. Et c'est passionnant aussi tout ce qui se joue quand une discipline vient à devenir olympique. Et puis ça pose aussi la question de comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on juge une discipline qui est jugée très très artistique. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir aussi à la fin de la conférence, puisque je me suis aussi posé la question de comment est-ce que la danse est arrivée à l'université. Et vous allez voir que c'est pas facile, ça a été un réel combat. En tout cas, il y a aussi toute une institutionnalisation de la pratique de la danse. Et puis, ça pose tout un tas de questions. Pourquoi est-ce que ce type de danse-là apparaît au JO et pas un autre? C'est quand même, voilà, c'est des histoires aussi qui sont très questionnantes. Et quel discours ça sert, par exemple, notamment pour ces pratiques urbaines. Bon, il y a tout un tas de choses qu'on pourrait voir de plein d'angles très critiques. Et d'ailleurs, on va se permettre de le faire à d'autres sujets d'ici quelques secondes, comme vous savez que j'adore ça. Mais avant ça, on va se permettre une petite pause poésie, puisque quand j'ai commencé à réfléchir à cette conférence, en fait, il y a 2 films qui me sont revenus en tête. Je ne sais pas si vous avez vu Timbuktu. Je crois que c'est Abderrahmane Sissoko, le réalisateur. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je vais essayer de retrouver l'info. En tout cas, ce film est magnifique. Alors, qui est le réalisateur? Ouais, c'est ça, Abderrahmane Sissoko. Je suis vraiment très performante ce soir, je suis auto-étonnée. Et je ne sais pas si vous connaissez ce film, mais ça se passe dans un village en fait où des guerriers de l'État islamique viennent envahir le village et viennent en fait imposer leurs lois et progressivement vont interdire la pratique du foot,
vont demander aux femmes de se voiler et puis vont en fait interdire la musique et la danse. Et c'est terrible pour les habitants de ce village puisque c'est un village qui ne fait que ça, en fait, jouer de la musique et danser. Et donc c'est toute l'histoire en fait de la résistance et des échanges et de la violence aussi qui vont se passer. Et il y a tout un tas de scènes avec justement des familles qui vont jouer de la musique, qui vont se cacher pour jouer de la musique. Et moi, je trouve que c'est un film vraiment magnifique. Je vous conseille absolument de le voir. Il date de 2014 et il est extrêmement bien filmé, avec des plans magnifiques, avec de la musique très très belle. Et c'est un film très touchant. Et bon, voilà, moi j'ai revu juste la bande-annonce, j'étais là. Il me fallait un peu d'air là pour... ça commençait à me monter. Et un autre film aussi auquel j'ai repensé tout de suite, c'est 120 battements par minute, dont je vous ai mis ici une capture d'écran d'une netteté magnifique, mais c'est fait exprès. Pour le coup, là, c'est fait exprès. Donc, c'est un film qui est sorti en 2017, réalisé par Robin Campillo. Et en fait, donc c'est une fiction qui s'inspire de faits réels, qui raconte l'histoire de ACT UP. Donc, cette association, ce collectif qui depuis très longtemps défend les droits des personnes LGBTQ+, etc., et qui s'est aussi beaucoup investi lors de la crise du sida. Et en fait, il y a une scène dans ce film qui est sublime, qui se retrouve entièrement sur YouTube. Si vous tapez exactement ça, vous allez retomber dessus. Et c'est une scène où en fait l'ensemble des personnages du film se retrouvent à danser en boîte de nuit et donc sur un remix de Bronski Beat, Small Town Boy. En plus, ouais, j'adore. Bon voilà, je suis très années 80, mais du coup, vous voyez cette chanson, vous connaissez cette chanson, on la connaît tous. C'est vraiment, voilà, c'est très disco. Enfin, et donc il y a cette scène qui est filmée et qui enchaîne en fait des plans de tous ces personnages en boîte de nuit, en discothèque, en train de danser, et aussi des plans plus intimes de corps nus, mais qui sont dans une autre sphère. Voilà, on sent que voilà, c'est pas au même moment. Et en fait, qui évidemment questionne toute la souffrance de la perte des proches liés au sida, etc. Et dans les choix qui sont faits plastiquement dans cette scène, ce qui est intéressant, c'est le rôle de la poussière. En fait, la scène est entrecoupée d'espèces de changements de focus de la caméra où on va avoir, comme on le voit un peu ici, on va voir la poussière en fait dans cette discothèque, et la poussière va avoir un rôle de danse, un rôle poétique aussi, qui va faire écho au corps qui danse à l'arrière-plan, et donc il va y avoir ces allers-retours de focus et de netteté. Et je trouve que c'est une manière très belle aussi de parler métaphoriquement et poétiquement aussi de ce que c'est que de danser collectivement, d'être ensemble, et aussi quand on veut partir sur un zoom un peu plus moléculaire, ce que c'est que d'être contaminé dans son corps par une maladie mortelle à une époque où on ne savait pas encore comment la soigner. Enfin, il y a tout un tas de lectures possibles par le biais de cette poussière qui vient vraiment ajouter une sorte de regard très très poétique à cette scène de danse que je vous conseille de voir ou de revoir. Et si vous ne connaissez pas ce film aussi, je vous le recommande absolument. Donc voilà, ça c'est les deux films auxquels j'ai pensé tout de suite en fait en préparant cette conférence. Et voilà, c'est des recommandations très personnelles que j'avais envie de vous faire. Le premier, c'est Timbuktu. Ouais. Le premier, c'est Timbuktu, qui est sorti en 2014. Et, et donc, le réalisateur, c'est Abderrahmane Sissoko. Sissako, mon erreur. Abderrahmane Sissako. Voilà, donc ça, c'est pour la petite partie coup de cœur cinéma. Et maintenant, je voudrais qu'on rentre un petit peu plus dans la contemporanéité, un mot difficile à dire le vendredi soir, en parlant d'un cas d'étude un peu précis qui est le collectif La Horde. Le collectif La Horde, donc, qui est constitué de 3 personnes, Marine Brutti, Jonathan de Brouwer et Arthur Harel, et qui en fait est un collectif qui a eu énormément de succès récemment et qui a travaillé sur beaucoup de pièces avec justement cette esthétique un peu post-industrielle, de friche, etc. Et là, vous voyez, c'est une des représentations
de cette pièce qui s'appelle Room with a View, donc chambre avec vue, où il y a le collectif de danseurs, et vous voyez de l'autre côté aussi Ron, qui est la personne qui a composé toute la bande son du spectacle et qui est un compositeur de musique électronique qui est reconnu en France et en Europe d'ailleurs. Et donc cette collaboration entre décors post-industriels en destruction, danse contemporaine, collective, musique électronique et en fait aussi symbolique, très politique, puisque là vous voyez sur cet arrêt sur image que les danseurs et danseuses sont tous et toutes avec le poing levé. Donc ça, évidemment, c'est pas anodin. Le poing levé, c'est quelque chose c'est une citation historique, hein, aux athlètes noirs afro-américains Tommy Smith et John Carlos, qui, donc, aux Jeux Olympiques de Mexico de 1968, ont levé un poing ganté de noir pour dénoncer les politiques raciales et ségrégatives. Néanmoins, ces deux athlètes, ils ont gardé la tête baissée et ils ont été hués par le public. Et puis d'ailleurs, surtout, ils ont complètement dû abandonner leur carrière sportive après et se sont retrouvés dans une grande précarité. Mais selon Wikipédia, cet événement est considéré comme l'une des manifestations politiques les plus importantes de l'histoire des Jeux olympiques modernes. Donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que je voulais faire juste un petit pas de côté critique par rapport à cette compagnie. Donc, pour vous donner le contexte actuel, depuis 2019, cette compagnie, donc, qui est très, très ancrée dans la contemporanéité, les 3 personnes qui ont fondé cette compagnie sont très jeunes, sont quasiment toutes issues d'écoles d'art, notamment de la IR de Strasbourg, qui est une école d'art publique, mais plutôt d'art plastique. Et donc, ce collectif s'est retrouvé en fait à la direction du CCN de Marseille, donc depuis 2019. Et un CCN, c'est quoi? C'est un centre chorégraphique national. Et en fait, ces CCN ont été fondés sous l'impulsion de Jack Lang au début des années 1980 et avaient pour vocation, ou encore pour vocation, de décentraliser la pratique de la danse de Paris. Et on en retrouve du coup sur l'ensemble du territoire français. Donc le fait que ce collectif se soit retrouvé à la direction d'un CCN, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau, assez novateur. Et leur pratique chorégraphique est très intéressante. Et il s'est passé un événement, en fait, voilà, en juillet dernier, il y a eu une énorme représentation du coup de ce spectacle à Marseille, qui était gratuite et ouverte, et donc soutenue par Payon, le maire de Marseille. Et en fait, dans cette grande représentation, ce grand spectacle, il y a eu plusieurs citations politiques, dont notamment une citation de Frantz Fanon, vraiment clairement, explicitement positionnée contre la question du racisme, et aussi cette histoire du point levé, donc cette référence du coup à ces JO de 1968. Néanmoins, j'ai trouvé un article dans Lundi Matin, qui est encore une fois un média très, très, qui a toujours des postures très critiques et qui est toujours très intéressant à lire, qui s'appelle «La danse comme simulacre politique», qui a été écrit par Christophe April. Et en fait, dans cet article, l'auteur va donc décrire, analyser ce grand spectacle qui s'est passé à Marseille et va vraiment poser la question de quel est l'engagement politique qu'une compagnie de danse peut avoir en termes de lien avec l'actualité politique la plus brûlante quand les choses se passent. Je vous explique. En fait, quand cette grande représentation se passe à Marseille, c'est 2 semaines après seulement la mort de Naël à la suite de violences policières. Et vous savez bien, vous vous souvenez bien de toutes les émeutes qui ont suivi. Donc ça a quand même duré quelques temps. Et donc c'était un moment aussi où on était quand même très sous tension sur plein de points différents. Et je vous lis, avant de continuer dans cette description de cette critique que fait cet auteur, déjà juste les mots qu'utilise le collectif La Horde pour parler de ce spectacle. Donc, nous avons pensé ce spectacle comme celui d'un difficile éveil des consciences, d'une marche forcée par la perspective écrasante de l'effondrement, et nous l'avons polarisé sur les rapports physiques que nous entretenons au groupe et à notre environnement. Une exploration des frontières et des nécessaires interdépendances de nos corps. Nous avons choisi d'incarner les mouvements souterrains
haineux comme amoureux, qui nous agite et dont la compréhension ouvre la voie à une appréhension plus globale des inévitables luttes et conflits à venir. La chorégraphie rencontre la musique pour raconter la souffrance et la légitime colère des générations actuelles qui cherchent à se fédérer pour se donner sens dans des communautés de fêtes et de combats, débordées par les infinies violences du monde, qu'elles rejouent en boucle dans leur chair, comme pour les exorciser. Nous avons imaginé un espace trouble, propre à faire apparaître la paradoxale beauté du chaos, celle qui naît de l'énergie salvatrice et de la force collective, qui jaillissent des effondrements multiples. En cela, nous nous reconnaissons profondément dans l'appel lancé par l'écrivain de science-fiction Alain Damasio à mener une guerre des imaginaires. Une guerre contre tout ce qui appauvrit les possibles et étouffe les utopies politiques qui tentent de réinventer le monde. Donc ça, c'est le texte de description de la compagnie. Et en même temps, l'auteur, dans cet article, termine son texte en disant qu'il regrette que la compagnie n'ait pas explicitement fait référence à ce qui s'était passé 2 semaines plus tôt et aux violences policières et ait été convoqué en référence, philosophique, Frantz Fanon, qui est quand même un auteur qui n'est pas non plus le plus contemporain, et cet épisode des Jeux Olympiques de 1968. Et il pose la question de l'instrumentalisation de ce genre de références engagées et à quoi ça sert d'utiliser ces références-là si c'est pas pour faire un lien explicite avec l'actualité. Et moi, ça m'a posé question parce que je trouve que c'est très intéressant justement comme critique. Et puis en plus, comme je suis en fin de thèse, j'arrive aussi dans un moment où je suis vraiment dans la phase où critique contre critique, où on est vraiment en train de décortiquer les petits détails, etc. Et on pourrait argumenter que on a beaucoup trop de temps libre pour se poser ce genre de questions. Mais en réalité, c'est quand même intéressant quand on est prof de philo de l'art comme moi, puisque ça pose la question aussi de quelle est la nécessité d'un collectif de danse à devoir faire lien. Est-ce que c'est quelque chose d'utile? Est-ce que c'est quelque chose qui leur était permis, puisque c'est quand même un spectacle c'est quand même une structure qui est financée de manière publique. C'est un spectacle qui a été possible grâce à l'accord de la mairie de Marseille. Est-ce que ça aurait été possible pour elle et eux de faire ce lien ou pas? Est-ce qu'il y a un contrôle qui est exercé sur la liberté créatrice ou pas? Et aussi, est-ce que si liberté il y avait, est-ce que c'est un choix ou pas est-ce que la peur était de se faire critiquer, ou est-ce que tout simplement l'idée était aussi de ne pas réagir trop à chaud à une actualité qui venait de se passer? Il y a quand même tout un tas de questions qui posent débat et qui, je trouve, ces débats-là sont très intéressants, justement sur quelle est la place politique et sociale que la danse peut avoir, en sachant qu'il y avait quand même je ne sais pas quels sont les chiffres, mais j'ai une amie qui y a été. Alors je sais, ça n'a pas valeur scientifique, mais il y avait énormément de gens et surtout énormément de jeunes. Donc il y a quand même un auditoire avec une quantité, avec une possibilité aussi de poser des questions et de faire lien concrètement avec des choses qui se passent. Et en même temps, ça n'a pas été fait et ont été convoquées des références qui sont quand même assez déconnectées concrètement de l'actualité qu'on vit aujourd'hui quand on est d'ailleurs même pas forcément jeune en France, parce que ça n'a pas vraiment d'âge, le positionnement par rapport aux violences policières. Mais en tout cas, voilà, c'est une question que j'ai trouvé intéressante de se poser. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que quand j'ai découvert ce spectacle dans un premier temps, je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est super intéressant. C'est des personnes qui viennent vraiment renouveler la manière de faire de la danse. En plus, elles ont un poste de responsabilité dans une structure publique, donc c'est vraiment génial. Et puis, quand j'ai lu cet article qui venait critiquer quand même sur ce point-là, cette question, j'ai trouvé ça chouette aussi de venir nuancer cet enthousiasme énorme que j'ai eu au début, parce que je suis une personne quand même de nature assez enthousiaste, et donc du coup lui mettre une petite couche de sarcasme critique par-dessus, ce qui est aussi un pan de ma personnalité. Et c'est toujours intéressant d'avoir un peu ces différents regards. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire passer à mes étudiantes et à mes étudiants pour essayer de se forger un esprit critique. On pourra en reparler après. En tout cas, j'espère que ce sont des questions qui vous intéressent aussi et que je ne suis pas en train de parler dans le vent. En tout cas, dans cet article-là m'a fait penser à d'autres choses un peu plus poétiques, et notamment un article toujours sur ce même média lundi matin qui s'appelle Danse et décadence. Et je voulais juste vous lire un extrait que j'ai sélectionné.
Donc, il n'y a pas que les traditions, les insectes et la convivialité qui se perdent, les monstruosités même du monde semblent être moquées et anéanties sans qu'on n'en tire plus aucune leçon. Voyez, les pires atrocités que l'on puisse subir en tant que mortel s'évanouissent à la télévision sans même qu'elle n'ait eu le temps de réveiller notre âme zombifiée par le grand principe de l'économie. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais le rapport avec cette question critique et ce débat qui s'ouvre, il est passionnant parce que justement, ce genre de questionnement un peu piquant, c'est quelque chose qui peut aussi nous sortir de cet état un peu zombifié dont parle cet auteur dans cet article sur la danse et la décadence. Et à l'argument qui serait de dire on se prend la tête sur des petits détails alors que ce sont des choses qui sont créées et qui existent et que c'est beau qu'elles existent. Justement, moi j'aimerais répondre que parfaitement, le fait de pouvoir avoir la possibilité de débattre et d'échanger autour de ces choses-là, c'est ce qui permet aussi qu'on puisse être en mouvement et en fluidité intellectuelle et qu'on sorte un peu de cet état de zombification et d'acceptation et de sidération. Et la danse, je trouve qu'elle a une place importante là-dedans, puisque c'est aussi la reconnexion à son propre corps, à sa sensibilité, et que c'est peut-être par là aussi qu'on peut passer par quelque chose qui nous empêcherait d'être complètement paralysés par l'actualité et sa violence. Je reviendrai là-dessus après. D'abord, je voulais vous parler d'une pratique un peu plus ambiguë, qui est ambiguë entre la danse et l'art contemporain. C'est celle de Willy Dorner. Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste plasticien et chorégraphe, qui a fait un projet en collaboration avec un architecte urbaniste. Donc vous avez ici quelques images. Donc c'est à Saint-Étienne que ça se passe et c'est dans la série Bodies in Urban Space. Et Willy Dorner, il est intéressant parce que donc, le travail, c'est un travail photographique que vous voyez là, mais c'est aussi des performances dans l'espace de la ville qui sont visibles en temps réel. Donc imaginez-vous sortir dans votre rue et voir quelqu'un posé comme ça pendant de longues minutes. Et ça crée aussi des décalages poétiques qui sont assez drôles et qui vraiment mettent aussi cette question du corps dans l'espace urbain au centre de la réflexion. Et c'est ce que je trouve intéressant. C'est une référence que j'aime bien montrer à mes étudiants et étudiantes. Parce que c'est aussi un choix qui est fait sur l'habillement, donc très très coloré, et sur ce fait de, en fait, ces danseurs et danseuses prennent des pauses et restent immobiles pendant le temps qu'il est possible de rester immobile dans ce genre de position. Et ça crée en fait une œuvre d'art éphémère, donc une performance qui ici, on garde trace avec la photographie, mais qui crée vraiment une sorte de disruption dans l'espace public et qui vient re-questionner cette idée du corps et du corps coloré et du corps étrange dans l'espace public. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser pour la suite de ma réflexion. Et je voulais vraiment vous montrer cette référence que je trouve quand même assez joyeuse. On enchaîne avec, je ne sais pas si certaines personnes ici reconnaissent cette œuvre. Si vous avez l'habitude d'aller aux abattoirs, peut-être l'avez-vous vue. C'est donc une œuvre qui s'appelle Sweet Dreams Are Made of This. Alors j'espère que je vous ai mis la chanson dans la tête du coup. C'est un peu mon objectif ce soir. Je ne sais pas si vous avez compris de me mettre des chansons un peu dans la tête comme ça. Donc de Carlos Aires, et c'est une vidéo qui date de 2016 et où en fait on voit dans ce somptueux palace deux personnes, donc on ne sait pas homme-femme, on ne sait pas, voilà, on connaît rien d'eux, à part le fait qu'ils sont habillés en toute la panoplie du policier plutôt type CRS. Et en fait, ces deux protagonistes dansent un tango. Donc on voit la vidéo avec une musique de tango et c'est parfaitement exécuté. Et c'est très intéressant, je trouve. En tout cas, moi, je me souviens quand j'ai vu cette œuvre aux abattoirs, elle m'avait vraiment marqué fortement, puisqu'il y avait vraiment ce contraste entre la musique, la sensualité, la beauté du tango, et en même temps la violence symbolique de tout cet armement, toutes les protections, le casque, toutes ces choses, et la proximité entre ces deux personnes qui dansent. Et puis en plus, le choix du tango, c'est quand même pas anodin. Et je trouve que c'est une idée toute simple, mais en même temps, c'est une œuvre qui fonctionne très bien et qui n'a pas besoin d'explications ou de trop d'interprétation et de production de discours textuels à côté. Donc voilà, ça c'est évidemment aussi une œuvre avec laquelle j'ai voulu faire un rapprochement pour cette question de la danse et pour vous montrer aussi toutes les possibilités protéiformes de la danse dans la pratique de l'art contemporain plus traditionnel, même si c'est pas traditionnel, mais
Voilà, donc je passe du coq à l'âne. Mais en tout cas, je suis très contente de vous parler, de ce documentaire qui s'appelle «Danser sa peine» de Valérie Müller et peut-être connaissez-vous le chorégraphe, Angelin Prège-Locage qui, a, le Pavillon Noir, en fait, à Aix-en-Provence, qui, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'équivalent, le pendant du Pavillon Blanc. Donc par le même architecte, mais dans une autre ville et dans une autre couleur, du coup. Et qui en fait, ce bâtiment, donc le Pavillon Noir, c'est la maison mère de la compagnie de danse d'Angelin Prège-Locage. Et ce chorégraphe a fait un projet très spécifique qui a donc été filmé par Valérie Müller, qui a donné un documentaire qui a été primé donc, au festival FIPADOC en 2020. Donc je cite quelques extraits d'interviews que j'ai pu voir avec Valérie Müller. Donc avant tout, elle nous dit si le milieu de la danse est féminisé, par exemple, il existe aujourd'hui une vraie parité à l'Opéra de Paris entre le nombre de danseurs et de danseuses étoiles, la parité entre chorégraphes hommes et femmes n'existe pas. Les chorégraphes hommes sont plus nombreux. Donc bon, c'est étrange de vous dire cette citation en vous parlant du coup d'un chorégraphe homme, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant comme petit extrait. Et c'est vrai que c'est une question qui est assez rarement posée sur qui sont les chorégraphes influents et influentes aujourd'hui, même si c'est en train de changer évidemment. Et donc elle nous parle de ce projet en 2020, Danser sa peine, dans lequel la cinéaste filme à nouveau le travail d'Angelin Prège-Locage auprès de femmes incarcérées à la prison des Baumettes à Marseille et récompensées par le Grand Prix documentaire national du FIPADOC, donc, s'interrogeant sur la façon dont les femmes s'emparent des stéréotypes masculins et sur leur rapport au corps. Et donc, en fait, dans ce documentaire, on a ce chorégraphe, donc Angelin Prège-Locage, qui suit dans un projet sur 4 mois donc des détenus des Baumettes à Marseille et qui ensuite vont faire 2 représentations, 2 spectacles, dont une au Pavillon Noir. Et comment est-ce que ces femmes qui donc subissent le milieu carcéral, qui ont subi avant ça d'ailleurs des vies très très difficiles qui les ont amenées là, comment est-ce qu'elles vont reconnecter avec leur corps qui a souvent subi des violences en plus, et comment est-ce que par le biais de la danse, on peut aussi recréer de la confiance dans le collectif et une espèce de lien avec son corps tout en reconsidérant aussi la posture de la vulnérabilité, puisque la prison, c'est quand même un lieu d'enfermement où on n'a pas trop le droit d'être vulnérable. Et donc, il y a les témoignages de ces femmes qui racontent à quel point ça leur a aussi permis d'extérioriser tout un tas de choses et donc d'avoir un espace de liberté mentale par le biais de la pratique de la danse. Et c'est quand même intéressant d'avoir un chorégraphe aussi connu qui fait des projets avec des danseurs et danseuses de renom internationalement, qui font des énormes tournées, se retrouve aussi à accepter un projet comme ça. C'est quelque chose de très intéressant. Donc un projet aussi un peu moins connu de ce chorégraphe, mais qui, je pense, vaut la peine d'être mentionné. Et donc on arrive lentement vers la fin de mon propos. Et quelque chose dont je voulais parler, c'était la question du handicap dans la danse, puisque ça aussi, c'est un peu un angle mort. Et j'ai trouvé des magnifiques articles sur cette question-là. Et bon, j'ai failli prendre les articles entiers pour vous les lire en entier. Après, je me suis souvenue de la dernière fois à la conférence sur le skate où déjà, je vous ai fait une lecture extensive. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas danseuse, je ne suis pas chorégraphe. Donc, je trouve ça important aussi de laisser la parole et de mettre en lumière la parole des personnes concernées. Et donc ici, j'ai sélectionné du coup 2 textes. Donc le premier, il s'appelle Le corps, la danse, le handicap, donc de Isabelle Bruno, qui est danseuse et chorégraphe, et qui nous parle du coup de son expérience. Donc j'ai sélectionné quelques petits extraits. Je me souviens d'un jeune homme atteint d'hémiplégie, dans sa difficulté à investir, à imaginer différemment son corps, qui m'a confié, entre guillemets, vivre comme un sac vide. La danse, expérience intime, découle de la sensation et de la perception. La proprioception est ce que l'on perçoit de soi, l'extéroréceptivité, ce que l'on perçoit du monde. Les deux étant en constante imbrication. Le rapport à soi et le rapport à l'autre peuvent s'expérimenter, s'exprimer à travers le contact physique, la peau en étant le vecteur privilégié.
Permettant ce jeu du dedans-dehors, la peau est le premier organe impliquant la limite qui n'est pas une frontière mais une interface, un organe de communication. Et là, elle fait référence au concept du moi-peau de Didier Angieux. Comment on touche et comment on est touché? Dans la réciprocité de cet effet, l'autre me révèle dans tous les sens du terme. Le handicap est un rapport à une norme qui hiérarchise, qui peut exclure. Ça empêche d'être ensemble et dans ce cas, où peut-on se rejoindre? Le propre de l'art est de questionner, de dépasser ces présupposés, de les retourner pour proposer un regard décalé par rapport à une réalité, et éventuellement en substituer une autre, où, dans un travail, la fragilité peut s'avérer être une force. L'énergie et sa qualité, l'espace et sa forme, le temps et son rythme sont les trois principaux paramètres de la danse. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui a déjà été théorisé par Laban, de concilier du coup juste l'espace en 3 dimensions autour de la personne qui danse, le temps et la forme et l'énergie mise dans les mouvements. Donc je continue avec mes petites citations d'Isabelle Bruno. Le danseur bouge et crée l'espace en lui et autour de lui dans une forme, avec une énergie, dans un rythme impliquant le temps. On dit du handicapé qu'il a un handicap, il a donc quelque chose en plus. Et même s'il lui manque quelque chose, entre parenthèses un sens, une fonction ou une connexion, ce manque est un plus, en tout cas le devient dans l'expression de la danse. Il nous emmène ailleurs, à la découverte de notre humanité, peut-être de l'essentiel, d'une fragilité, d'une présence menacée qui fait aussi partie de nous. En ce sens, il nous manque à tous quelque chose et l'art en fait un plus. C'est un travail pour un danseur que d'être perméable à sa vulnérabilité, un travail de dépouillement pour rejoindre l'autre. Et là, elle cite Lila Deridge, qui est danseuse dans une compagnie qui s'appelle Danse avec les roues. Je suis en fauteuil roulant. Le handicap, pour moi, c'est seulement un état. Un état avec certes ses limites, mais surtout avec toutes ses possibilités. Il faut trouver ses repères entre toutes ces limites. Comme personne ne vous apprend à le faire, comme vous n'appartenez pas à ce qu'on nomme la normalité, eh bien, il faut inventer ses repères, chercher au plus profond de soi qui l'on est vraiment, en dehors du regard de l'autre qui vous juge et vous projette des limites qui vous figent et qui ne correspondent pas à ce que vous êtes vraiment. L'unité, l'intégrité du corps que la danse met en œuvre, elle a sa source vive et profonde, dans un endroit qu'il faut danser, dans cet endroit où l'unité de notre corps, c'est l'unité de notre être. Bon, voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est extrêmement intéressant. Et puis en plus, ça pose tout un tas de questions sociétales qui sont vraiment intéressantes, notamment la question du validisme. Donc le validisme, qu'est-ce que c'est? C'est un système faisant des personnes valides la norme sociale. Par extension, c'est aussi une discrimination envers les personnes en situation de handicap. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce mot. Moi, c'est un mot que j'apprends à mes étudiantes et étudiants en première année tous les ans. Et c'est pas parce qu'ils ont 18 ans qu'ils sont au courant de tous les mots qui s'utilisent aujourd'hui. En tout cas, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Et je trouve que c'est très important d'avoir cette notion en tête, le validisme. Et surtout, la question du handicap, c'est une question qui est très, très largement évacuée dans tout ce qui est pratique artistique, art contemporain. C'est vraiment très, très minoritaire. Ça reste encore très, très compliqué juste de penser à ça, en fait, même quand on fait une scénographie d'exposition. C'est des choses qui, progressivement, sont de plus en plus prises en compte, mais ça reste quand même encore assez marginal. Donc voilà le deuxième et dernier article sur cette question de la danse et du handicap, qui s'appelle « Ça bouge différemment, la danse au-delà du handicap ». Donc c'est un article qui est paru sur Le Point. Donc quelques extraits qui m'ont beaucoup plu aussi. Le handicap est là, on ne peut pas le nier, mais il fait partie d'une différence qui donne lieu à une autre esthétique. Il est transcendé par la danse. Donc là, ce sont les paroles de Cathy Mépuis. Mais il va y avoir aussi une autre personne que je vais citer après. Donc toujours la même personne. La possible échappée, donc c'est le nom d'une compagnie, s'associe par ailleurs au groupe Univi, qui est un groupe médico-social, autour d'une étude visant à mesurer l'impact de la danse sur la santé grâce à des ateliers dans des EHPAD. Le mot possible me plaît beaucoup, car ça permet d'aller vers des chemins qu'on pense fermés, poursuit Cathy Mépuis. L'échappée évoque à la fois un terme de danse classique, échappée, et l'échappée en tant que bouffée d'oxygène. Donc dans ce même article, on a Gladys Foggia, qui est une paraplégique, qui a été paraplégique à partir de ses 13 ans,
et qui nous raconte avoir retrouvé sa liberté de mouvement grâce à la danse. Elle cherche, comme d'autres danseurs professionnels en situation de handicap, à être reconnue avant tout en tant qu'artiste. Donc à nouveau Cathy Mépuy, danseuse, chorégraphe et pédagogue, qui a fondé en 2007 cette compagnie, donc La Possible Échappée, qui nous parle aussi du fait qu'en France, il y en a une dizaine de ces compagnies, et dont on peut en citer certaines. L'autre maison à Marseille notamment, dirigée par le célèbre chorégraphe Andrew Graham. On préférera éviter les termes danse inclusive ou adaptée. Et Gladys Foggia qui nous redit « Ça bouge différemment, mais on retrouve cette même liberté qu'une personne valide. Souvent, quand on est paraplégique, on a la sensation d'être coupé en deux. La danse m'a vraiment permis de rattacher les jambes avec le tronc et de me réconcilier avec ce corps. » Et Maxime Thomas, qui est une autre personne interviewée dans cet article, lui dit avoir vu sa créativité stimulée par le seul fait de chercher des solutions différentes. Et c'est vrai que ça m'a fait penser à quand je discute avec mes étudiants et étudiantes de ce que c'est que la créativité. Et souvent, en fait, la créativité, c'est simplement trouver d'autres manières de répondre à un obstacle ou à un problème. Donc de trouver des solutions à des choses qui sont sur notre route. Donc voilà pour la question du handicap, et j'aborde le dernier point de cette conférence qui m'est venu en fait en pensant à l'aspect collectif de la danse, mais aussi après avoir pensé aux danseurs et danseuses de Willy Dorner dans l'espace public, à la question justement de l'espace public. Et je me suis renseignée un peu, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé donc un texte qui date de 1822, qui a été écrit par un certain Paul-Louis Courier, à propos d'une interdiction de festoyer dans un village qui est un petit village proche de Tours. Et je vous lis un extrait de ce texte donc, qui date du début du 19e siècle. « Les gendarmes se sont multipliés en France, bien plus encore que les violons, quoique moins nécessaires pour la danse. Nous nous en passerions aux fêtes de village, et à dire vrai, ce n'est pas nous qui les demandons, mais le gouvernement est partout aujourd'hui, et cette ubiquité s'étend jusqu'à nos danses, où il ne se fait pas un pas dont le préfet ne veuille être informé, pour en rendre compte au ministre. De savoir à qui tant de soins sont plus déplaisants, plus à charge, et qui en souffre davantage. Des gouvernants ou des gouvernés, surveillés. C'est une grande question et curieuse, mais que je laisse à part de peur de me brouiller avec les classes ou de dire quelques mots tendant à je ne sais quoi. » C'est tellement bien écrit, j'adore. Donc c'est quand même super intéressant d'avoir ce texte qui date de 1822 et qui fait quand même sacrément écho à ce qui se passe, pas encore aujourd'hui. Attendez, on fait une petite pause pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec cette capture d'écran d'un autre documentaire que j'ai pu voir en préparant cette conférence, qui est un reportage qui est fait par le Musée de la Résistance et de la Déportation, qui en fait a fait une exposition sur l'interdiction de danser. Donc vous n'irez plus danser, les bals clandestins de 1939 à 1945, et qui est en fait, moi je savais pas du tout ça. Enfin, c'était une information que j'avais jamais à laquelle j'avais jamais eu accès. Et donc ici, vous avez une lettre de dénonciation d'un bal adressée au préfet des Côtes-du-Nord par le curé de la Méaujon en 1943. Et donc, effectivement, c'était une pratique, du coup, j'ai appris en regardant ce documentaire, qui était quand même assez... qui se faisait beaucoup, en fait, de danser dans les granges. Et donc, il y avait tout un tas de dénonciations, évidemment, qui se faisaient à l'époque là-dessus. Et donc, on continue jusqu'à venir à aujourd'hui et à l'actualité la plus récente, comme par exemple ce qui s'est passé en Italie, où le gouvernement Meloni a mis en place toute une armada législative pour interdire ce qu'on appelle les rave parties, donc du coup le fait de se réunir pour danser dans l'espace, alors semi-public ou privé, ça dépend un peu des endroits, mais en tout cas une pratique qui est quand même très très démocratisée chez les jeunes, et d'ailleurs pas seulement chez les jeunes d'aujourd'hui, puisque dans la diapo juste après, que j'aurais dû mettre juste avant, on a une belle image de Margaret Thatcher. Mais en tout cas, j'ai trouvé cet article qui en parle sur Libération, et je voulais vous en lire quelques extraits.
Donc, la fête est finie. C'est le tweet qu'a fait Matteo Salvini, leader de la Ligue et ministre des Infrastructures, sur Twitter, juste après l'annonce de Meloni, donc de mettre en place ce décret qui punit quand même de 6 ans d'emprisonnement les organisateurs et organisatrices de ces fêtes libres, qu'on appelle fêtes libres. Donc, le décret entend non seulement dissuader par des peines disproportionnées les organisateurs de rave parties, mais il serait suffisamment ambigu pour pouvoir s'appliquer à d'autres situations, comme l'occupation illégale d'une entreprise par des grévistes ou d'une université par des étudiants. Cette mesure permettra de facto la mise sous écoute policière des organisateurs, parce que c'est vrai que ça a quand même beaucoup de rapports, quoi. En réalité, ce texte viserait aussi à régler drastiquement la question des occupations illégales de logements et des centres sociaux autogérés, qui sont quelque chose qui existe beaucoup en Italie. Les centres sociaux autogérés, c'est culturellement, voilà, ça existe quasiment dans chaque grande ville italienne. Et donc, pour finir sur cette question, l'article se termine par un paragraphe intéressant. Une chose est sûre, le nouveau pouvoir a décidé d'envoyer des signaux à son électorat. Parmi les nouveaux vice-ministres et secrétaires d'État, Giorgia Meloni a nommé entre autres un dirigeant de Fratelli d'Italia, ayant participé en 2005 à une fête privée avec un brassard nazi, donc apparemment là c'est possible de danser sans problème. Une de ses collègues a participé à un pèlerinage fasciste à Predapio lorsqu'elle était étudiante, donc ces espèces de pèlerinages là sur la tombe de Mussolini. Et un autre responsable de la Ligue voulait donner le nom du frère de Mussolini à une place de la ville de Latina, actuellement dédiée aux juges antimafia Falcone et Borsellino. Donc en fait, ce qui s'est passé avec du coup ce décret un peu qui paraît un peu spécifique à ces jeunes hippies, c'est qu'en fait, ça permet aussi d'interdire tout un tas d'autres rassemblements qui n'ont rien à voir avec la pratique de la danse. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau en Italie, puisque Berlusconi faisait déjà beaucoup ça. D'ailleurs, il y avait un documentaire incroyable que j'avais vu à ce sujet, dont j'ai complètement oublié le titre, sur la question justement de quand Mussolini, lapsus révélateur, pardon, Berlusconi mettait en place en fait des alertes d'urgence climatique pour des questions de maxi pluie, inondation, etc. Et en fait, finalement, on se rendait compte que ces espèces d'états d'urgence duraient beaucoup plus longtemps que la catastrophe. Et ça permettait de faire passer tout un tas de lois. Enfin, voilà. Mais d'ailleurs, ça me permet de faire un petit lien. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Le Covid-19, qui est un élément qu'on a un peu oublié, hein, ça fait du bien de plus y penser. Mais en tout cas, j'ai quand même retrouvé des articles et j'avais oublié ça, mais il y a quand même eu des articles comme ça. La France interdit de danser dans les bars et restaurants pendant 4 semaines. C'est ça les titres des articles. Donc ça, c'est le Courrier Picard du 8 décembre 2021. Alors évidemment, toute proportion gardée, ça n'a rien à voir. On est bien d'accord hein, avec les dernières choses que je viens de montrer. Mais quand même, c'est quand même des articles qui sont sortis dans la presse. Du coup, c'est quand même interpellant. Et surtout, évidemment, ça fait penser à Margaret Thatcher et à ce magnifique titre d'article des Inrocks, ils iront danser sur sa tombe. Et d'ailleurs, Margaret Thatcher a aussi permis l'héritage de cet acronyme terrible qui est encore beaucoup utilisé, qui est TINA, There is no alternative. Et donc, ça m'a amené à réfléchir aux endroits où l'on ne peut pas danser dans l'espace public. Et donc, il y a toute une liste de pays comme l'Iran, mais bon, l'Iran, on sait bien aussi, de par l'histoire de l'Iran, que ça n'a pas toujours été le cas. L'Afghanistan, le Koweït, probablement la Corée du Nord, on s'en doute, on n'en est pas sûr. Et en fait aussi le Japon jusqu'en 2016, puisque cette loi n'a été abrogée qu'en 2016, mais en fait la pratique de la danse dans l'espace public était très reliée à la prostitution, et donc ça permettait aussi d'interdire la prostitution par ce biais-là. Et donc du coup en Italie, c'est pas interdit, mais c'est maintenant passible quand même de 6 ans d'emprisonnement. Et donc ça ramène à la question qu'on avait vue la dernière fois avec le skateboard et l'urbanisme et tous les dispositifs de design hostile, de mobilier anti-personnel, anti-SDF et aussi anti-pratique publique collective dans l'espace public, et qui ramène à cette grande notion des troubles à l'ordre public, qui sont une notion législative quand même assez floue et qui pose souvent question aujourd'hui.
Et je termine cette réflexion sur un tout petit point. Je vous en avais parlé en début de conférence. C'est la constitution du champ de recherche universitaire de la danse. Et c'est extrêmement intéressant. Donc là, j'ai mis tout le descriptif des dates parce qu'en fait, moi, ça m'intéresse puisque je suis complètement là-dedans avec ma fin de thèse. Mais ça a été, pour vous le faire en synthétique, le fait de faire reconnaître la danse comme discipline étudiable et enseignable à l'université, ça a été vraiment une vraie bataille de reconnaissance avec différents lots de succès d'échecs, et qui a commencé en fait à la fin des années 70 avec une première création de diplôme, un premier colloque universitaire donc en 82, et les universités qui ont été très actives là-dedans, c'est celle de Nice et celle de Paris-La Sorbonne, il me semble. Je l'ai noté quelque part. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça, exactement. Merci. Paris 8. Paris 8, tout à fait. Et donc, du coup, il y a eu tout un tas de militance, en fait, même puisque donc il y a une parution d'une première revue. Et puis, bon, Jack Lang a pas mal soutenu aussi l'émergence, les connexions entre les arts et l'université. Mais c'est quand même, à la base, c'était quand même très relié à la pratique du théâtre. Et pour pouvoir arriver à faire comprendre que le théâtre et la danse ne sont pas la même chose, et que du coup, ça mérite aussi d'avoir des cheminements universitaires et des départements, etc., des concours, des métiers rémunérés, reconnus aussi. Ça a été tout un enchaînement. Et ça a mené aussi à la création de la 18e section de la CNU, qui est la mienne, en tout cas qui est celle dans laquelle s'inscrit ma thèse, donc la section art. Et ça, c'est intéressant de voir, ça ne date que de 1985. Donc ça fait que depuis 1985 qu'il est possible de faire des études universitaires dans ce qu'on appelle les arts, et donc par exemple aussi de soutenir une thèse sur la danse et sa théorisation et sa pratique. Et donc la danse va devoir aussi s'autonomiser de la musique, donc ça va se passer un peu plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de résistance, elle s'enchaîne par rapport à tout un tas de choses différentes. Je vous lis juste un petit extrait de cette étude. Donc, ce sont des résistances du ministère de la Jeunesse et des Sports qui a perdu l'éducation physique en 1981, des résistances du ministère de la Culture, la défense d'un monopole s'appuyant sur une méfiance à l'égard de l'éducation nationale, de la théorisation et de la recherche, des résistances de l'enseignement en général alors peu ouvert aux arts, et ajoutons à cela l'image négative de la danse auprès du grand public et de l'idée commune de la danse comme loisir, frivolité et même perversion. Et heureusement, ça se termine bien, puisque les premiers diplômes et les structures sont maintenant en place. La danse a trouvé sa place et son autonomie à l'université française. Ce parcours difficile et pénible, parsemé de batailles institutionnelles, de lutte contre les préjugés et les précarés, et aussi une histoire d'amitié, de solidarité, d'ouverture d'esprit, celle de gens passionnés, tenaces et fidèles à leurs profondes convictions sur la nécessité et la spécificité des arts vivants. Donc on peut citer plusieurs personnes comme Simone Clamens, Michel Bernard, Jean-Claude Serre, qui se sont du coup vraiment battus tout au long de leur carrière pour faire reconnaître par le biais de différentes lois, par le biais aussi de vraiment d'actions militantes, de forcer des personnes, des hommes et des femmes politiques à les rencontrer pour leur parler de cette question. Enfin, et je trouve ça intéressant de voir en fait une discipline universitaire naître, et de voir aussi que c'est avant tout une histoire d'amitié, de relations, de soutien, etc., et de résistance contre la difficulté institutionnelle, quoi, et les préjugés. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les différentes parties. Donc vous voyez qu'on a fait un tour à 360 degrés en passant par beaucoup de considérations différentes, sociétales, artistiques, sensibles, liées à des questions de santé publique, à des questions de collectivité, à des questions de rapport avec le corps aussi, de liberté, d'acceptation de tout type de corps, qui soit valide ou non. Qu'ils soient gros ou non. On aurait pu parler aussi de la question raciale dans la danse, avec notamment Anna Alprin, qui est une chorégraphe qui a beaucoup fait du coup dans la question de la ségrégation aux États-Unis, etc. En tout cas, dans l'idée, je vous laisse sur ce petit extrait un peu poétique, donc toujours de cet article que j'ai déjà cité un peu auparavant, Danse et décadence, donc qui est une sorte de discussion inventée
dans ce texte, donc du coup, je vous cite la fin. Je réponds. Je veux me refocaliser sur mes amours, mes principes, mes goûts esthétiques, ma poésie intime, et mes honteux défauts aussi. Renouer avec mon ombre que le zénith de la société décadente voudrait faire disparaître. Je veux libérer mon âme, libérer son cri, libérer son pas. La décadence répond, c'est-à-dire, la danse répond, je veux simplement danser. Mais pourquoi faire? 3 petits points. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça n'a pas été trop le fouillis d'informations diverses et variées, mais j'avais envie de prendre mes libertés justement par rapport à cet art et ce sport, donc toujours cette limite un peu ambiguë entre les deux, qui parle beaucoup de liberté en fait, et j'espère que ça vous a plu et intéressé. Je vous ai mis mon adresse mail comme d'habitude si vous voulez m'envoyer des références, peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé, que vous avez à me conseiller, ou discuter d'un certain point dans un autre moment qu'après la conférence. Et sinon, pour le reste, je suis aussi disponible maintenant pour en discuter, prendre vos questions si vous avez envie qu'on en parle ensemble, ou bien après, plus individuellement pour les timides. Voilà, et merci beaucoup d'avoir été là cette année, et merci à vous.